Salut à tous et à toutes, ici Arlich Torelas et vous êtes à l'écoute du Grand Journal, votre rendez-vous incontournable de l'actualité, là où l'information prend du relief, du contexte et du sens. Aujourd'hui, le monde retient son souffle, ligne bouge sur l'échiquier international, les décisions politiques s'accélèrent, les tensions montent, mais les vérités émergent. Le Grand Journal, l'énergie, le flow et l'attitude sur Swag Radio on air avec du style. Écoutez Swag Radio 24 heures sur 24 sur Alexa Open Swag Radio. Tout de suite, voici les infos. Cuba est touché par une crise humanitaire et continue d'enchaîner les pannes d'électricité. L'île doit se contenter de 40 000 barils qu'elle produit, alors qu'aucun pétrole n'est arrivé sur l'île depuis 2 mois. Le président américain n'en démord pas. La seule sortie de la crise passe par une entente. Son homologue cubain souhaite négocier d'égal à égal, mais Donald Trump est revenu à la charge en parlant de prendre Cuba d'une manière ou d'une autre, sans préciser exactement ce qu'il attendait par ce verbe. Les détails avec Jean-Michel Leprince de Radio-Canada dans ce grand journal. Cuba n'a pas reçu une seule goutte de pétrole depuis le mois de décembre. L'économie doit se contenter des 40 000 barils par jour que l'île produit. Il en manque 20 000 que le Venezuela et le Mexique fournissaient. La vie est au ralenti et la population doit naviguer entre les pénuries et les longues pannes d'électricité. La patience a atteint ses limites en fin de semaine à Morón, dans le centre de l'île. Des manifestants ont brûlé des bureaux du Parti communiste. La manifestation réprimée n'a pas été contagieuse. Dans le reste du pays, il règne un calme tendu. Il faut dire, moi, j'habite dans le centre de La Havane. La vie continue. La vie continue. Il n'y a pas un sentiment de panique. Donc, je dirais que l'ambiance ici, en ce moment, c'est qu'il y a très peu d'espoir. C'est tendu, mais aussi, il y a un calme dans la plupart des pays. Il semble que tout Cuba soit suspendu aux lèvres imprévisibles de cet homme qui souffle le chaud et le froid. Le tiède hier. Cuba est prêt pour une entente. Bientôt, sinon on fera ce qu'il faut, avertit Donald Trump. Cuba est prête au dialogue, surtout, mais sans pression ni précondition, entre égaux et avec respect, précise le président cubain. Comme dans les négociations avant la visite du président Obama en 2016, Cuba a posé des gestes de bonne volonté. Les prisonniers qui ont participé aux manifestations massives de juillet 2021 sont libérés. On s'attend à ce que les Cubains exilés aient le droit d'investir à Cuba. Washington se contentera-t-il d'ouverture économique ? Il parle maintenant de changement économique. Donc, il y a beaucoup d'analystes qui pensent qu'ils vont chercher, les Américains, un modèle similaire à le modèle de Venezuela, où on laisse le gouvernement en place. En attendant, Cuba vit une crise humanitaire grave. Ed Augustine le constate. C'est sûr, disent les experts de la santé, que ça tue, et ça tue d'abord les enfants, deuxièmement les mères, et en troisième les vieux. Et donc, c'est incroyable ce qui passe en ce moment. C'est une politique qui tue. L'endurance légendaire des Cubains est mise à rude épreuve. Au lieu de pétrole, le Mexique envoie par bateau de l'aide humanitaire. Elle ne suffira pas. Jean-Michel Leprince, Radio-Canada, Montréal. Cuba, victime d'une nouvelle panne d'électricité généralisée, Trump menace de s'emparer de l'île. Le réseau électrique cubain s'est détérioré ces dernières années, provoquant des pannes quotidiennes. Le gouvernement cubain impute la crise au blocus énergétique américain, tandis que Donald Trump déclare que ce sera un grand honneur pour lui de prendre le contrôle de Cuba. Le récit est signé Euronews dans ce grand journal. Les autorités cubaines ont fait état d'une panne généralisée qui a touché l'ensemble de l'île ce lundi, impactant quelques 11 millions de personnes. Le pays connaît des crises énergétiques et économiques de plus en plus importantes et son réseau électrique continue de s'effondrer. Le gouvernement cubain a imputé ces difficultés à l'administration Trump. Ce dernier, qui continue d'accentuer la pression sur les dirigeants, a assuré ce lundi qu'il aurait bientôt l'honneur de prendre Cuba. Taking Cuba in some form, yeah. Taking Cuba. I mean, whether I free it, take it, I think I could do anything I want with it. You want to know the truth? They're very
weakened nation right now. Lazzaro Guerra, directeur de l'électricité au sein du ministère de l'Énergie et des Mines, a déclaré lundi soir que des équipes s'efforçaient de remettre en marche plusieurs centrales thermoélectriques essentielles au rétablissement de l'électricité. Il s'agissait là de la 3e panne majeure à Cuba au cours des 4 derniers mois. Lundi soir, les médias d'État ont rapporté que les équipes avaient rétabli l'électricité pour 5% des habitants de la Havane, soit environ 42 000 personnes, ainsi que pour plusieurs hôpitaux. Le réseau électrique vieillissant s'est considérablement détérioré ces dernières années, entraînant des coupures quotidiennes et une augmentation des pannes d'électricité. Mais les difficultés se sont accentuées depuis la capture par Washington de Nicolás Maduro et du blocus énergétique total imposé par Donald Trump. Donald Trump a récemment demandé l'aide à l'OTAN et de la Chine pour sécuriser le détroit d'Ormuz, plus menaçant. Le lundi 16 mars, il a prédit des conséquences très mauvaises pour le futur de l'organisation en cas de refus. Le récit est signé France TV Info dans ce grand journal. Un impressionnant brasier et une colonne de fumée noire qui s'élève dans le ciel de Dubaï. L'aéroport, l'un des principaux au monde, vient d'être touché par une attaque de drone. Preuve, au 17e jour de guerre, de la capacité du pouvoir iranien à mener encore des attaques destructrices. Alors que le conflit s'enlise, Donald Trump est-il dans une impasse? Le président américain dénonce l'immobilisme de ses alliés, notamment au sein de l'OTAN, après leur avoir demandé de l'aide durant le week-end. On préfère ne pas s'en mêler, m'ont-ils dit. Vous voulez dire que ça fait 40 ans qu'on vous protège et vous refusez de nous aider pour quelque chose de mineur? L'amertume de Donald Trump face au blocage du détroit d'Ormuz. À ce stade, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, le Japon et l'Australie n'ont pas souhaité s'engager à envoyer des navires. Même si le président américain garde l'espoir de voir certains alliés s'impliquer, comme la France. Je pense que Macron va nous aider. Nous nous sommes parlé hier. Sur une échelle de 0 à 10, il est à 8. Ce n'est pas parfait, mais c'est la France. Donald Trump espère aussi convaincre le Royaume-Uni qui pose ses conditions. La moindre des choses, si nous envoyons nos forces vers le danger, c'est de prendre cette décision dans un cadre légal et avec un plan bien pensé. Donald Trump veut pourtant aller vite car l'opinion publique américaine se tend. En Pennsylvanie, ce transporteur routier nous explique que l'augmentation du prix de l'essence coûte très cher à sa société. Facilement $1 d'augmentation par gallon la première semaine et 20 centimes de plus la deuxième. $1000 de plus dépensés chaque jour en essence, de quoi mettre à mal de nombreuses entreprises. Si ça continue pendant des semaines, des mois, peut-être un an, beaucoup de petites sociétés vont devoir mettre la clé sous la porte. Malmenés sur le front de l'Ukraine, du Groenland et des taxes douanières, les alliés de l'Amérique ne se précipitent pas pour aider Donald Trump. Le président américain paye sans doute sa première année de mandat où il a progressivement isolé les États-Unis de leur soutien traditionnel. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Syed Abbas Araghchi, a déclaré que Téhéran n'avait ni demandé de cessez-le-feu, ni échangé de messages avec les États-Unis, et qu'il continuerait à riposter. Le récit est signé CGTN News dans ce grand journal. Nous ne demandons pas de cessez-le-feu, mais cette guerre doit prendre fin de manière à ce qu'elle ne se reproduise plus jamais. Ils comprennent désormais à quel genre de nation ils ont affaire. L'Iran est prête à mener la guerre partout où cela s'avère nécessaire. Syed Abbas Araghchi affirme que le détroit d'Ormuz reste ouvert, mais qu'il est fermé aux ennemis de l'Iran et à leurs alliés. Ces propos font suite à l'appel lancé par le président américain Donald Trump en faveur d'une coalition de nations pour aider à ouvrir le détroit. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmail Baghaei, a accusé Washington de saper la diplomatie et a souligné que Téhéran n'avait aucune hostilité envers les pays de la région et ne visait que les bases et les avoirs américains. Les États-Unis ont ordonné le déploiement d'environ 2200 marines à bord de 3 navires de guerre amphibies en direction du Moyen-Orient dans un contexte de forte tension avec l'Iran. Le reportage est signé BFM TV dans ce grand journal.
Oui, il serait, selon les sources, entre 2200 et 2500 marines à bord de 3 navires, dont l'USS Tripoli, qui est un navire amphibie qui habituellement est positionné au large du Japon. Certains de ces marines ont d'ailleurs participé à un exercice avec l'armée japonaise la semaine dernière. Ces 3 bateaux, ils ont été aperçus sur des images satellites désormais au large des Philippines. Ils sont donc en route pour le Moyen-Orient. Le trajet est encore long pour arriver sur place. Selon les experts, il pourrait arriver entre fin mars et début avril. Ces renforts qui devraient participer justement au renfort de la sécurisation dans le détroit d'Ormuz. Dès qu'ils arriveront sur place, Donald Trump, qui espère des renforts d'autres pays, il a lancé un appel ce week-end sans grand succès pour le moment. Will. De retour pour la suite de ce grand journal sur Swag Radio avec Arlette Dorelas. Swag Radio, l'énergie, le flow, l'attitude. Alexa, open Swag Radio pour écouter Swag Radio 24h sur 24 en air avec du style. Les infos sans cassure, sans bavure. C'est l'affaire de P-News. Info à la vitesse de la lumière sur WhatsApp et sur Facebook. P-News, votre référence en matière d'infos. Allez, à Brothers Café Créole, de Place to Be pour la bonne cuisine haïtienne, au 299 Main Street, Everett. Chiffré le 617 294 1425. Brothers Café Créole, Delicioso. Nous irons au Liban. La situation sécuritaire au Liban connaît une nouvelle escalade préoccupante, alors que la capitale Beyrouth reste relativement calme pour l'instant. Les tensions s'intensifient dangereusement dans le sud du pays, à la frontière avec Israël. Selon plusieurs sources concordantes, l'armée israélienne a lancé une offensive terrestre dans cette région stratégique, marquant un tournant significatif dans la crise en cours. Les mouvements de troupes et les incursions auraient été signalés à proximité de la ligne frontalière, une zone déjà hautement sensible et régulièrement marquée par des affrontements. Le récit est signé RT dans ce grand journal. À Beyrouth, la journée a été assez calme. Seulement quelques explosions ont retenti dans Daria, cette banlieue sud de la capitale libanaise. Par contre, c'est l'heure des grandes manœuvres dans le sud du pays, à la frontière avec Israël, où Tsahal passe à l'offensive terrestre. Tsahal a commencé une opération terrestre au Liban afin d'éliminer les menaces et de protéger les habitants de la Galilée et du Nord. Les centaines de milliers d'habitants chiites du sud Liban qui ont quitté leur foyer continuent de le faire vers Beyrouth ne retourneront pas chez eux au sud du Litanie tant que la sécurité des habitants du Nord ne sera pas assurée. On l'a entendu, les Israéliens ne comptent pas partir du sud du Liban tant que la menace du Hezbollah n'est pas complètement éradiquée. Et pour ce faire, elle se sert de ses chars et de ses missiles qui, hélas, continuent de faire victimes et destructions. Et justement, un métier est particulièrement mis à rude épreuve ces 2 dernières semaines, le métier de sauveteur. Écoutez ce témoignage. C'est notre choix, il s'agit de nos proches. Pour nous, ce n'est pas simplement un travail, c'est un devoir moral, une responsabilité. Nous ne les abandonnerons jamais et nous resterons à leur côté. L'ennemi israélien fait preuve d'une cruauté extrême. Nos centres ont été directement pris pour cible. 6 secouristes ont été tués et 23 autres personnes ont été blessées. L'ennemi pense que cela nous empêchera de rester auprès des nôtres. Mais cela ne fait que renforcer notre détermination. Les secouristes doivent accomplir leur mission sous pression et sous les menaces constantes des attaques israéliennes. Être pris pour cible complique énormément leur travail, mais je le répète, c'est notre choix. Et quoi qu'il arrive, nous ne renoncerons pas à notre devoir. Parmi tous ceux qui ont quitté leur domicile depuis maintenant plus d'1 semaine, nombreux sont ceux qui ont terminé à Beyrouth. La ville est pleine de gens, les centres d'accueil sont pris d'assaut, les réfugiés investissent places et cours d'immeubles. Et justement, je suis allé à leur rencontre. Plus de 10 jours après les évacuations massives qui ont eu lieu dans le sud du pays, mais également dans les quartiers sud de Beyrouth, faisons le point sur la situation de ces personnes déplacées, ici même dans cette cour d'immeuble, en plein centre de Beyrouth. Nous avons ouvert ce lieu il y a environ 11 jours, c'est-à-dire depuis le début de l'attaque israélienne contre nos quartiers. Comme vous pouvez le voir, les gens vivent ici dans des locaux commerciaux, car on ne nous a pas autorisé à les héberger dans les bureaux des étages supérieurs. Nous avons ici un grand nombre de personnes, et pour qu'elles ne restent pas dans la rue, nous avons essayé de leur fournir des tentes, même si ce n'est pas la solution idéale. Mais c'est tout de même mieux que de rester dans la rue. Le nombre de personnes dans notre centre atteint environ 720. C'est même plus que ce que le centre est capable d'accueillir. Et Dieu merci,
Nous faisons tout notre possible pour assurer le confort et la tranquillité de nos familles déplacées. Et pour ne rien arranger, il a énormément plu ces dernières 24 heures, rendant la situation de tous ces gens qui vivent à l'extérieur extrêmement précaire. À cause des fortes pluies, l'eau a commencé à s'infiltrer à l'intérieur des tentes. Les gens dormaient à même le sol. Leurs vêtements étaient complètement trempés. L'eau s'écoulait sur les tentes et tout ce qui s'y trouvait. Il ne restait plus rien de sec à l'intérieur. Il y a des enfants, des personnes âgées et des malades dans ces tentes. Et ce qui s'est passé dimanche peut véritablement être qualifié de catastrophe. Toute cette situation, toute cette crise humanitaire a lieu en plein Ramadan, une période si particulière pour tous les musulmans. Et ici, derrière moi, c'est la cuisine où sont préparés les repas pour le soir au moment de rompre le jeûne. Nous avons ouvert une cuisine caritative prévue pour 700 personnes. On reçoit de l'aide, on nous livre du riz, de la menthe et plein d'autres produits. Nous travaillons tous ensemble. Nous avons environ 15 jeunes filles qui aident à préparer les repas. Elles vivent chez nous pour cuisiner sur place et distribuer les plats toujours ici. Désormais, ce sont 886 personnes qui sont mortes au Liban depuis le 2 mars, sans compter les blessés. Les appels à un dialogue entre les autorités libanaises et israéliennes se multiplient. Et puis il y a ce nombre de déplacés qui s'élèverait à plus de 1 million. À Beyrouth, la journée a été assez calme, seulement... Alors que le conflit au Moyen-Orient s'intensifie, les frappes aériennes ont fait de nombreuses victimes civiles dans plusieurs pays de la région. Et Charlotte Adresse de TVA fait le point sur le bilan humain après 13 jours de guerre dans ce grand journal. Dans cette guerre d'Iran qui, en fait, s'abat du haut des airs avec des missiles et des drones qui tombent sur la tête des Iraniens, des Israéliens, des Libanais et de ces peuples qui habitent les rives du Golfe Persique, difficile de dire avec précision combien les 13 jours de bombardement ont fait de victimes. Regardez simplement l'ampleur de cette offensive. Israël a mené plus de 6000 frappes sur 3400 cibles, selon un responsable de Tsahal qui a parlé au Washington Post, alors que le commandement central qui supervise les opérations militaires américaines au Moyen-Orient a frappé environ 6000 cibles depuis le début de la guerre. Pas étonnant du coup que le bilan des victimes soit très incomplet. Cela dit, je reprends le décompte effectué par nos collègues de l'agence France-Presse après avoir entrecoupé les données communiquées par les gouvernements, les armées, les autorités sanitaires et les organisations de secours des pays concernés. Selon, par exemple, l'ONG Human Rights Activist News Agency, qui est basée ici aux États-Unis, au moins 1825 personnes ont été tuées en Iran, 70 % d'entre elles des civils, dont au moins 200 enfants. En Israël, cette guerre jusqu'à maintenant a fait 14 morts, dont 12 civils. L'armée israélienne, elle, a confirmé la mort de 2 soldats lors de combats dans le sud du Liban. Et justement, au Liban, le ministère de la Santé a indiqué que 687 personnes, dont 18 enfants, avaient été tués depuis le début des affrontements entre Israël et le Hezbollah pro-iranien. On décompte aussi plus de 1500 blessés. C'est un bilan très partiel parce que le Hezbollah, qui est pilonné avec insistance par les Israéliens, n'a pas communiqué ses pertes. Dans les pays du Golfe, ainsi qu'auprès du commandement militaire américain pour le Moyen-Orient, on fait état de 24 morts, dont 11 civils. Puis en Irak, voisin de l'Iran et où des militants pro-Téhéran sont très actifs, des groupes armés et des responsables gouvernementaux ont déclaré, toujours à nos collègues de l'AFP, qu'au moins 37 personnes avaient été tuées là-bas depuis le début du conflit. Enfin, je reviens en Iran pour m'arrêter un peu plus longuement sur ce que les historiens militaires commencent déjà à qualifier d'incidents, d'attaques en fait, ayant causé le plus de pertes civiles dans l'histoire récente de l'armée américaine. La destruction par un missile Tomahawk de l'école primaire Shajareh Tayyibeh à Minab, dans le sud de l'Iran. Il y aurait eu jusqu'à 175 victimes, une immense majorité de jeunes écolières en fait. On ignore toujours pourquoi le bâtiment a été touché, mais l'école était clairement indiquée comme telle sur les cartes en ligne et son site web, facilement accessible, comptait toutes sortes d'informations sur les élèves, sur les enseignants ainsi que sur l'administration. Cette frappe peut difficilement être autre chose qu'une erreur des services de renseignement quant à la localisation de la cible. On sait que l'école faisait autrefois partie d'une base navale, mais depuis une dizaine d'années, elle était entourée de murs et disposait d'entrées distinctes. L'enquête préliminaire a déjà conclu que le missile qui s'est abattu sur l'école était américain. Attendons la suite. Mais parmi les multiples raisons pouvant justifier une erreur aussi horrible,
parce qu'un ensemble de facteurs a sûrement joué dans cette tragédie, il y aurait le fait que dès les débuts de la deuxième administration Trump, des coupures ont été imposées à des programmes, notamment au Pentagone, qu'on ne jugeait plus prioritaires. Un de ces programmes avait justement pour mandat de limiter les victimes civiles lors d'opérations militaires. On verra bien si ça se confirme, mais ce serait la preuve qu'on ne doit pas sous-estimer en temps de paix l'impact de décisions administratives prises des mois plus tôt et des milliers de kilomètres plus loin. Le golfe Persique bloqué, Donald Trump cherche du renfort du côté de l'Europe et menace de revoir sa place dans l'OTAN. Alec Horvès, conseiller en stratégie internationale, fait le point sur la RT dans ce grand journal. Après un refus presque catégorique de l'Europe de participer aux opérations du déblocage dans le détroit d'Ormuz, ce soir, Donald Trump appelle la Chine, la Corée du Sud et le Japon à participer, puisque selon le président américain, c'est ces trois pays qui bénéficient à 90 voire 95% du pétrole qui passerait par ce détroit. Est-ce que vous pensez que les appels du président américain seront écoutés, et est-ce que aujourd'hui le détroit d'Ormuz est devenu finalement ce guet-apens pour Washington? Oui, vous pouvez me rappeler le troisième pays là, vous avez cité. Alors la Chine, lui, il a cité ce soir, il a cité le Japon, la Corée du Sud et la Chine. D'accord, d'accord. Je n'avais pas entendu cette citation exactement, mais on voit que ce conflit a été déclaré de façon irréfléchie par les États-Unis d'Amérique, poussé par Israël, et qu'il se trouve devant un échec stratégique capital, parce que ça va bouleverser les équilibres du monde, et car il ne va pas pouvoir venir à bout de l'Iran, qui montre sa résilience, qui aurait dû être attendue, mais qui ne l'était pas par les experts américains, en tout cas pas par le président américain Donald Trump. Et donc, on voit maintenant que le président américain appelle le monde entier au secours pour venir l'aider à résoudre le problème dans lequel il s'est mis lui-même, avec des défauts d'analyse, bien sûr, non pas de ses services, car je pense que la CIA savait. Nous irons en Haïti dans ce grand journal. Le débat sur la question salariale en Haïti refait surface avec intensité. Plusieurs organisations syndicales, acteurs de la société civile et représentants de secteurs ouvriers accusent le gouvernement de rester passif face aux recommandations formulées par le Conseil supérieur des salaires, CSS, dans un contexte de crise économique persistante. Le récit est signé Radio Télémétropole dans ce grand journal. Le 25 avril dernier, le Conseil supérieur des salaires, une entité tripartite chargée de réviser le salaire minimum, a acheminé son dernier rapport au ministère des Affaires sociales et du Travail, soumis après plus de 3 ans sans aucun ajustement de salaire. Près d'un an plus tard, il n'y a eu aucun suivi de ce rapport. Après une journée sitting qui a été réalisée le 3 mars 2025, le 18 mars, Tidja Ali Fizeme mandé nos rencontres, nous chita avec lui à travers son directeur de cabinet, M. Axel Joseph. Yo te fait nous connaître que yo prend doléance nous yo qui est 2500 goudes avec accompagnement social que nous gagnons dans la rue. Avec révocation M. Ronald Basile. Mais yo dit comme ça que yo même gouvernement yo pas capable ajuster salaire parce que le conseil supérieur salaire, c'est le conseil supérieur salaire qui pour produire rapport, yo pas bail rapport. Rapidement nous convoquer 3 membres nous dans le conseil supérieur salaire. Yo men yo al chita avec reste membre conseil là et yo produit un rapport. Yo bail sans aucune consultation avec syndicat yo, sans aucune consultation avec l'autre secteur, yo bail 920 gouttes. Dominique Saint-Éloi est un syndicaliste reconnu. Il peine à comprendre le silence du chef du gouvernement sur la question du salaire minimum, relégué jusqu'ici au second plan dans sa liste de priorités, alors que le coût de la vie ne cesse d'augmenter. Salaire li verrouillé, et c'est que nous dénonçons. Ce rapport survenait dans un contexte où l'économie nationale était mise à mal par les activités des gangs.
L'expansion de la violence par ces derniers a paralysé des pans entiers de la sous-traitance. Certaines entreprises ont dû diminuer leurs effectifs ou réduire le nombre d'heures de travail pour maintenir un minimum d'activité. Junior Desroses est coordonnateur général des agents de sécurité professionnelle. Il évoque la situation tragique de cette catégorie. Parce que lorsqu'on paquet de jeunes qui portent des armes ou pas payé, c'est que son l'autre niveau que nous avons créé mauvais graines pour continuer à simer insécurité. Réclamant un salaire minimum de 2500 gourdes depuis l'an passé, les employés de la sous-traitance ne touchent pour l'instant que 685 gourdes fixées en 2022. Pourtant, durant ces 4 dernières années, l'inflation n'a cessé de battre des records. Nous irons au Nigeria, au moins 23 morts dans des attentats suicides à Maiduguri. La ville de Maiduguri, dans le nord-est du Nigeria, a été frappée par une série d'attentats suicides qui ont semé la panique et fait de nombreuses victimes. Plusieurs explosions ont visé des zones fréquentées, notamment le marché principal, un bureau de poste et les abords d'un hôpital. Le reportage est signé Africa News dans ce grand journal. La ville de Maiduguri, dans le nord-est du Nigeria, a été secouée par une série d'attentats suicides. Plusieurs explosions ont visé des lieux fréquentés, notamment le marché principal, un bureau de poste et les abords d'un hôpital. Ces attentats interviennent au lendemain d'une offensive contre une position militaire. Nous étions assis quand nous avons soudain entendu une forte explosion. Tout le monde s'est immédiatement mis à courir. Plus tard, nous avons appris qu'une autre explosion près de la poste avait été provoquée par un homme portant une bombe. Alors que les gens fuyaient encore, une autre explosion a eu lieu près de la poste. Sur place, aucun bilan officiel n'a encore été confirmé, mais les témoins évoquent un nombre élevé de victimes. Nous avons essayé d'aider les victimes autant que possible. Certains blessés ainsi que les corps des personnes décédées ont été transportés vers les hôpitaux. Nous avons aidé à les évacuer, mais le nombre de blessés et de morts était tellement élevé que nous ne pouvons même pas l'estimer. D'après ce que j'ai vu, il y a au moins une dizaine de corps au sol. Honnêtement, je n'ai pas pu les compter. Mais il y avait beaucoup de morts et encore plus de blessés. Ces attaques sont attribuées à des groupes djihadistes actifs dans la région, notamment Boko Haram et l'État islamique en Afrique de l'Ouest. C'est la fin de ce grand journal pour ce mardi 17 mars 2026, deuxième numéro. Deuxième numéro de ce grand journal pour cette semaine. Swag Radio avec vous partout, tous les jours. Alexa Open, Swag Radio. Écoutez Swag Radio 24 heures sur 24. Les infos sur Sambajo, c'est l'affaire de P-News. Info à la vitesse de la lumière. P-News, votre référence en matière d'infos. Avant de partir pour ce mardi 17 mars 2026, météo à Boston. Attendez-vous à des averses le matin, suivies d'éclaircies avec des températures en baisse, passant de 48 degrés Fahrenheit à 25 degrés Fahrenheit la nuit. Le temps sera venteux, c'est plus froid les jours suivants. Oui, c'est prévision météo pour 47 à 25 degrés, averse, vent, refroidissement pour ce aujourd'hui. Allez, c'est la fin de ce grand journal, mais avant de partir, n'oubliez pas d'aller à Brothers Café Créole pour la bonne cuisine haïtienne, au 299 Main Street Everett. Chiffrez le 617 294 14 25. La cuisine haïtienne est sans limite là-bas, à Brothers Café Créole. Joyeux mardi pour présenter le grand journal Erlich Dorelas depuis les studios de Swag, dans la capitale des grandes écoles du monde. Salut, au revoir, à demain et bon mardi.